Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La certification par la validation des acquis de l'expérience. 1.1. Le contexte professionnel. Dans un premier temps, examinons ce qu'est actuellement le dispositif de la formation continue professionnelle en France, sans pour autant vouloir procéder à un historique détaillé et précis de la formation professionnelle continue. Par contre, il paraît nécessaire de s'intéresser de manière approfondie au nouveau dispositif de la validation des acquis de l'expérience et de son organisation au sein du ministère du Travail. Par la suite, une présentation rapide de l'AFPA, de ses missions, de ses statuts ainsi que de ses méthodes pédagogiques donnera un éclairage sur les évolutions que peut connaître un organisme de formation dans le contexte de la mise en place des nouveaux dispositifs de certification. Il ne sera pas traité, dans la rédaction de cet ouvrage, de certains facteurs évolutifs pour le champ de la formation professionnelle comme la décentralisation de la formation dévolue aux conseils régionaux, ou la nouvelle loi de la formation professionnelle instituée fin 2004 et mise en œuvre en 2005. 1.1. La formation professionnelle continue. Avant 1900, la formation professionnelle a toujours fait l'objet des préoccupations des artisans, des professionnels de tous ordres mais aussi des gouvernements. Déjà au Moyen Âge, les corporations réservaient une place importante à l'enseignement des connaissances pratiques et techniques de leurs membres. Le compagnonnage a su préserver cette organisation qui lie culture pratique au métier. La personne chargée de transmettre le savoir professionnel était le maître d'œuvre qui, arrivé au plus haut degré de son art, dispensait l'enseignement et les moyens de réalisation. Dès 1792, Condorcet, président du comité de l'instruction publique, observait que l'instruction ne doit pas abandonner les individus au sortir de l'école mais doit embrasser tous les âges, car il n'y en a aucun où il ne fût possible et utile d'apprendre. Dans son ouvrage, Paul Santelmann indique qu'en 1893, Alexandre Mirand, alors ministre du Commerce, pense que l'enseignement professionnel est l'instrument nécessaire qui permettra à l'ouvrier de tirer dans son intérêt comme dans l'intérêt public, tout le profit possible de son goût naturel et l'adresse de ses mains. Mais il serait illusoire de penser ici longtemps à faire passer par des écoles spéciales l'ouvrier que trop tôt réclame l'atelier. Il faut donc, comme on le fait ailleurs, combiner l'atelier et le cours professionnel. Cependant, il faudra attendre 1919 et l'institution de la loi Astier pour assister au développement de l'enseignement technique et voir jeter les bases du perfectionnement professionnel. C'est en 1945 que sera fondée la première association pour la formation professionnelle de la main-d'œuvre. Un décret de novembre 1946 définit la formation professionnelle par l'acquisition d'un métier, par la reconversion professionnelle et le perfectionnement dans un métier en vue d'une promotion. En 1971, il est mis en place une loi sur la formation professionnelle. Cette dernière repose sur deux fondements. Une participation des entreprises, de plus de 10 salariés, au financement. Un droit individuel à la formation continue. La formation professionnelle continue doit alors avoir pour objectif de définir les catégories professionnelles, construire les compétences et les professionnalités, modeler les politiques d'accompagnement de la gestion prévisionnelle des emplois, aider à déterminer les politiques salariales. La formation professionnelle continue est considérée comme un outil de résolution des problèmes d'emploi, et même comme un moyen de régulation du chômage. Cette loi permet la mise en place du congé individuel de formation, CIF, qu'un salarié peut solliciter, à son initiative, auprès de son employeur pour effectuer une formation de son choix tout en étant aidé pour la prise en charge à la fois du coût de la formation et pour sa rémunération. Depuis 1995, l'Union européenne a mis en œuvre le principe de la formation tout au long de la vie, FTLV, reposant sur les principes suivants. Encourager l'acquisition de connaissances nouvelles. Rapprocher l'école et l'entreprise. Lutter contre les exclusions. Maîtriser 3 langues communautaires. Et traiter sur un plan égal l'investissement et la formation. Ainsi, l'apprentissage tout au long de la vie est défini comme toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie,
dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et ou liée à l'emploi. Pour commenter ce principe, Jacques Le Goff, professeur de droit public, dans un article de presse récent, explique que le mot d'ordre de l'éducation tout au long de la vie ne date pas de 1996, année de son lancement par l'Union européenne. Voilà plus de 2 siècles que la philosophie de la formation permanente fut énoncée et déjà, la double finalité de la Grande Loi de 1971. Efficacité économique et justice sociale. 1.1.2. La formation, habitude ou exception. Je vais brièvement, par une série de constats statistiques ou à l'aide de propos d'auteurs experts en la matière, observer ce qu'il en est de la formation professionnelle en France pour tout un chacun. Même si les statistiques de la formation professionnelle en France, sur lesquelles j'étaye mes propos, peuvent paraître succincts, les tendances restent à ce jour révélatrices. Ces propos sont d'ailleurs repris par Paul Santelmann dans son livre « Au strict bilan de la loi de 1971 », le principal constat tient dans le fait que le système paritaire de la formation continue n'a pas pu assumer sa vocation globale de prise en charge des besoins de formation de tous les actifs et il s'est recentré sur les salariés masculins, les plus qualifiés ou diplômés, au détriment des salariés et des chômeurs les moins qualifiés et les plus âgés. Il ajoute : l'entreprise finance la formation des plus diplômés quand ils ont un emploi et un statut fort, les pouvoirs publics financent la formation des moins diplômés quand ils sont au chômage ou menacés d'exclusion. Un article assez récent paru dans le quotidien Le Monde, le 12 septembre 2003, corrobore les propos précédents. En effet, il y est indiqué que ce sont les personnes les plus qualifiées ou les plus diplômées qui se trouvent le plus à l'abri du chômage. Le taux de chômage pour les ouvriers est de 11,4% pour un pourcentage de sans diplôme ou de niveau V-bis. Certificat d'études primaires, de 14,1% au chômage, alors que le taux de chômage des cadres est de 3,8% pour un taux de diplômés de niveau 2, Bac plus 4 de 5,7%. Ainsi, dans un autre article paru dans le mensuel Le Monde Initiative d'octobre 2003, il est indiqué que le taux d'accès à la formation est de 50% chez les cadres, les professions libérales et les professions intermédiaires du secteur public. Ce même taux varie entre 10 et 30% pour les agriculteurs et ouvriers agricoles, les artisans et commerçants, les employés de commerce, les ouvriers qualifiés ou non. Ainsi, une femme âgée non qualifiée qui travaille dans une entreprise de moins de 10 salariés a 25 fois moins de chances d'accéder à la formation qu'un homme jeune à forte qualification travaillant dans une grande entreprise. La formation professionnelle s'adresse en priorité aux personnes déjà formées, et elle exclut, bien souvent, celles qui n'en ont pas bénéficié mais qui en auraient peut-être le plus besoin. Ce sont justement celles-là qui occupent des emplois dits non qualifiés, sans compétences, qui ne leur demandent pas d'envisager une formation. Les dispositifs de certification par la VAE peuvent permettre à ces exclus d'obtenir quand même une reconnaissance personnelle, sociale et professionnelle par la qualification obtenue. L'expérience acquise lors d'activités professionnelles ne peut-elle pas leur permettre d'obtenir cette reconnaissance ? Par ailleurs, il est toujours possible de croire que l'emploi est une alternative à la formation. Ainsi, dans un article récent, il est indiqué « Une fois sur 3, le retour à l'emploi est indépendant du stage de formation d'après l'enquête présentée sur l'efficacité des stages de formation. La formation est un marché. Elle peut être un moyen de transferts sociaux. Elle ne répond pas toujours à une attente et à un projet professionnel. Aider l'emploi des personnes peu qualifiées peut être plus efficace pour les réinsérer dans l'activité professionnelle que les former. Ces différents constats ont été réalisés aussi et certainement par des experts nationaux et européens. Ils les ont conduits à préconiser la mise en place d'un nouveau moyen d'obtenir une qualification sans pour autant suivre la formation idoine, la validation des acquis de l'expérience, VAE. Mais qu'est-ce que la validation des acquis de l'expérience ? 1.1.3. La validation des acquis de l'expérience. Traditionnellement, lorsqu'une personne désirait obtenir une qualification, il lui fallait se rendre dans un établissement de formation pour apprendre et mettre en œuvre le savoir lié à cette qualification. Un examen clôturait la formation et la validait. La qualification obtenue, il était alors possible d'occuper l'emploi correspondant.
La logique de la VAE est de prendre en considération les savoirs acquis lors de la réalisation d'activités d'ordre professionnel. Les activités de travail permettent d'acquérir des savoirs structurés et qui peuvent donner lieu à évaluation. Par principe, tout individu doit pouvoir faire valider ce qu'il sait déjà et demander à se former uniquement sur ce qui lui manque. Ainsi, Paul Santelman pense qu'avant d'invoquer la formation comme outil miracle d'adaptation des salariés ou plus brutalement, comme instrument d'accompagnement des licenciements, il serait peut-être plus efficace de favoriser la reconnaissance des compétences et des connaissances des salariés au-delà de leur emploi et de tout ce qui peut valoriser un individu professionnellement. Les prémices de ce système sont apparues en Grande-Bretagne, bastion industriel du XIXe siècle, avec la maîtrise des entreprises sur l'apprentissage en situation réelle de travail. Depuis 1992, le ministère de l'Éducation nationale avait mis en place un dispositif permettant à quiconque de pouvoir faire valider ses acquis professionnels obtenus lors d'activités de travail rémunérées, intitulé Valorisation des acquis professionnels, VAP, en fonction d'un cadre législatif, dans le but d'obtenir un diplôme en ne passant au minimum qu'une des épreuves de l'examen à satisfaire. À partir de 1998, le ministère du Travail, à son tour, avait expérimenté, en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, et l'AFPA dans le cadre du Service public national pour l'emploi, SPNE, la possibilité d'accès à un titre professionnel par la voie de l'expérience. Cet accès à un titre professionnel était rendu possible par l'obtention de certificats de compétences professionnelles, partie constitutive du titre, et d'un entretien avec un jury de professionnels. Ces différentes expérimentations ont été les bases pour la mise en place de l'accès à une certification uniquement en validant l'expérience professionnelle et en admettant le rôle qualifiant des activités développées dans le travail en entreprise ou en association. Ces différentes initiatives ont été intégrées dans le dispositif législatif de janvier 2002. Ce dernier dénommé « Validation des acquis de l'expérience » doit permettre l'accès à une certification à partir de l'instant où la personne qui la demande peut justifier d'un certain temps d'expérience, 3 ans au minimum, dans un domaine professionnel correspondant à la certification visée. D'abord, regardons ce qu'il en est de ce dispositif en général en fonction de la loi, des décrets et des arrêtés publiés. Puis, observons ce que le dispositif prévoit pour ce qui concerne le ministère du Travail et en conséquence pour l'AFPA. 1.1.3.1 Le dispositif de certification en général. Le paysage de la certification, qui en comprend 15 000 dont 11 000 pour l'enseignement supérieur, est composé de 3 grands ensembles. Un premier comprend les diplômes délivrés par le ministère de l'Éducation nationale, du CAP au brevet de technicien supérieur, et par les universités ainsi que ceux délivrés en co-tutelle par celui-ci et d'autres ministères, agriculture, sport et jeunesse, santé, etc., mais aussi par les écoles d'ingénieurs. Un deuxième regroupe les titres professionnels délivrés par le ministère du Travail pour l'AFPA, ou les organismes de formation agréés pour la délivrance des titres professionnels. Un troisième réunit les certificats de qualification professionnelle, CQP, créés et délivrés sous l'égide des branches professionnelles. Pour ces 3 types de certification, l'objectif final est d'attester une qualification professionnelle. Cette dernière valide les capacités d'un sujet à réaliser des activités professionnelles dans le cadre d'une ou plusieurs situations de travail, à des degrés de responsabilité définis dans le référentiel de la certification visée. Le candidat à une qualification peut l'obtenir soit en validant un parcours de formation initiale ou continue, soit en faisant reconnaître son expérience, soit en alternant les 2 premières possibilités, travail et formation complémentaire ou professionnalisation, comme le prévoit le dispositif européen de la formation tout au long de la vie, FTLV. Dans le cadre de la loi de modernisation sociale mise en œuvre en janvier 2002, le législateur a officialisé pour la France le principe de la VAE. Il a ainsi mis en place un dispositif octroyant un droit individuel, inscrit dans le Code du travail, valider les acquis de l'expérience en vue d'une certification. L'inscription dans un processus de validation par les acquis de l'expérience est du seul ressort de l'intéressé. Il ne peut en aucun cas y être contraint par son employeur,
et par là même être sanctionné en cas de refus. Cette expérience d'au minimum de 3 ans qui peut être professionnelle, extra-professionnelle ou bénévole mais toujours justifiée, permet l'accès direct à la certification totale ou partielle. Ce dispositif concerne toute personne en emploi ou non à partir du moment où celle-ci peut justifier de 3 années de pratique professionnelle, acquises au travail ou dans sa vie personnelle, en rapport avec la certification visée. Certains certificateurs demandent, de manière restrictive, un quota de temps précis. Au moment de cette étude, pour le ministère du Travail, la personne ne devait pas avoir quitté ce domaine d'activité depuis plus de 5 ans et on ne remontait pas au-delà de 10 ans à la date du dépôt du dossier de VAE. Il est possible de bénéficier d'un bilan de compétences professionnelles pour déterminer ou affiner le projet de validation de l'expérience. La certification visée doit être répertoriée au RNCP pour pouvoir être délivrée dans le cadre de la VAE. Ce répertoire comprend 2 grands ensembles. Les certifications inscrites de droit qui concernent le ministère de l'Éducation nationale ou en co-tutelle ainsi que celles du ministère du Travail et les certifications inscrites sur demande, comme les CQP, nécessitant une procédure avec avis de la CNCP. Ce répertoire est élaboré et mis à jour par la CNCP, qui doit veiller à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises. Cette commission concourt à la transparence des certifications tant en France que dans le cadre de la Communauté européenne. La certification relève des compétences du ministère du Travail pour les titres professionnels. Les organismes de formation, centres AFPA ou centres agréés, se chargent d'organiser les évaluations et de procéder à leur validation. La valeur de la certification est identique que le candidat ait suivi un parcours de formation, initial ou continu, quel que soit le type de financement dont il dispose ou qu'il se soit approprié les acquis attestés par l'expérience. Pour se rendre disponible, la personne en emploi ou au terme d'un contrat de travail à durée déterminée pourra bénéficier d'un congé de validation de 24 heures par an dans les conditions prévues par les textes de loi. De même, il pourra être aidé à financer les frais occasionnés par la certification par son employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du congé de validation, auprès des fonds de financement des organismes collecteurs pour le congé individuel de formation, ou d'autres dispositifs tels les conseils régionaux, par exemple, le chèque VAE en région Bretagne. Pour obtenir les informations sur les certifications, la personne pourra s'adresser auprès des points relais conseils ouverts dans les bassins d'emploi. Ces derniers reçoivent l'information sur les dispositifs VAE donnés par la CNCP aux cellules régionales interservices. Ces cellules régionales ont pour mission d'informer les structures, points relais conseils et organismes d'orientation ou de formation, ainsi que leur personnel, de créer des outils de diffusion des informations concernant la VAE et d'être l'interface avec la CNCP. Les points relais conseils peuvent, suivant les organisations retenues par les conseils régionaux, être des structures créées à cet effet ou avoir pour support des organismes déjà en charge de l'information ou de l'orientation sur la formation professionnelle initiale ou continue. À ce point relais conseil, la personne candidate à une VAE devra expliciter son projet et se positionner sur une certification correspondant à son expérience ou être aidée à le faire après avoir reçu les informations nécessaires. Une fois son positionnement réalisé, la personne s'adressera à l'autorité ou à l'organisme qui délivre la certification ou à l'antenne la plus proche de son domicile. La personne devra préciser la certification visée ainsi que son statut, salarié ou demandeur d'emploi, au moment du dépôt de la demande. En tout état de cause, la personne devra se procurer un dossier de demande de VAE. Une fois le dossier constitué et tous les justificatifs réunis prouvant les expériences acquises et leur durée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes, titres ou certificats récemment obtenus, elle pourra le déposer auprès de l'autorité concernée. Par ailleurs, elle pourra bénéficier d'une prestation d'accompagnement par l'autorité ou par l'organisme qui délivre la certification dans cette phase de constitution du dossier et de mise en valeur de son expérience. La certification ne pourra être délivrée, en totalité ou partiellement, que lorsqu'elle aura satisfait à un entretien avec un jury composé entre autres de professionnels de la spécialité de la certification visée.
Cet entretien a pour fonction de vérifier si l'expérience acquise correspond bien aux connaissances, aptitudes et compétences exigées pour la délivrance de la certification visée. L'autorité qui délivre la certification peut prévoir d'organiser l'évaluation lors d'une mise en situation réelle de travail ou reconstituée, tel que le précise le cadre de la procédure de VAE. Le jury, seul, décide de l'attribution totale ou partielle ou du refus de la certification. La validation sera partielle si la personne n'a acquis qu'une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées au regard du référentiel de certification. Pour ce qui concerne les certifications du ministère du Travail, le jury précise alors celles qui font défaut et qui devront faire l'objet d'une évaluation complémentaire dans un délai maximum de 5 ans à compter de la décision du jury notifiée par l'autorité qui délivre la certification. L'usager de la VAE pourra ainsi obtenir une qualification synonyme de reconnaissance personnelle, sociale et professionnelle. Ce dispositif peut lui permettre aussi de développer un projet professionnel, en accédant à une formation professionnelle continue. Cela peut lui donner l'occasion de se positionner en rapport à l'emploi qu'il occupe, de mieux connaître sa valeur professionnelle et son niveau de compétence. Malgré que ce dispositif repose sur un droit individuel pour l'usager de la VAE, les entreprises pourraient y montrer une bienveillance certaine. En effet, les entreprises n'ont peut-être pas intérêt à favoriser l'accès à une certification qui pourrait susciter de la part de ses salariés MES des revendications de qualification et de salaire. Mais si les entreprises ont la nécessité de recruter, de requalifier leur personnel, de mettre en place une démarche qualité imposant l'emploi de personnes détentrices de qualification, voilà un système qui pourrait leur rendre bien des services. De toute manière, ce dispositif est impliquant pour l'usager de la VAE car il doit s'interroger de manière pointue sur les compétences qu'il a développées et leurs articulations. Il devra les formaliser puis les expliciter mais aussi, parfois, les mettre en œuvre devant un jury de professionnels de la certification visée. La difficulté majeure pour l'usager sera de faire la preuve des compétences réellement acquises et ainsi de passer du « je fais telle activité » à « comment je procède pour réaliser cette activité », c'est-à-dire d'aller de la narration ou de l'explicitation d'une tâche de travail à la conceptualisation d'une activité. La prise de conscience développée par cette pratique de l'analyse professionnelle et la reconnaissance professionnelle obtenue seront le sujet d'un approfondissement ultérieur. Maintenant, je vais m'attarder sur le dispositif VAE tel qu'il a été conçu par le ministère du Travail et que l'AFPA ou les centres agréés doivent rendre opérationnel. 1.1.3.2. Le dispositif du ministère du Travail. Jusqu'à ces derniers temps, la mesure du savoir s'effectuait uniquement lors d'un examen de fin de formation professionnelle continue pour la formation professionnelle des adultes. Cette façon de faire réduisait le savoir à quelque chose de mesurable et intégré seulement au parcours de formation. Le nouveau dispositif de qualification rend possible l'acquisition de compétences autrement que par la formation, notamment sur un lieu producteur d'activités professionnelles, emploi, association, bénévolat. Ce dispositif rend possible l'alternance de périodes d'activité professionnelle et de périodes de formation pour l'obtention de la qualification. Ce sont toutes ces possibilités qui ont été intégrées dans le dispositif législatif. Suite à la loi et aux différents décrets de portée générale, le ministère du Travail a donné une architecture juridique à son dispositif de certification qui est la suivante actuellement. Dans un premier temps, par le décret du 2 août 2002, il a été institué le titre professionnel qui atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. Le titre peut être composé d'une ou plusieurs unités constitutives sanctionnées par les certificats de compétences professionnelles, CCP. Chaque CCP atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou plusieurs des activités correspondantes au titre professionnel visé. Ce décret instaure 2 voies d'accès à la certification, titre professionnel et CCP. La première dans le cadre de la formation professionnelle continue, FPC, et la seconde par la VAE. Dans un deuxième temps, l'arrêté de novembre 2002 est relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel.
Il prévoit de manière précise les voies d'accès à la certification pour des candidats ayant suivi un parcours exclusivement composé de formation professionnelle continue dans un centre AFPA ou agréé pour la délivrance du titre professionnel visé, ou ayant alterné une succession de périodes de formation et de périodes d'emploi dans les activités en correspondance avec le titre visé. L'autre voie d'accès est la VAE, pour des personnes désireuses de faire valider leurs acquis expérientiels obtenus durant 3 ans d'activité jusqu'à 5 ans après la cessation de celle-ci. Dans ce cas, le titre professionnel est obtenu par capitalisation de CCP au cours d'une seule ou de plusieurs sessions de validation. Ces sessions sont évaluées par une commission composée d'un formateur, d'un centre AFPA ou d'un centre agréé, qui n'a pas réalisé l'accompagnement durant la VAE, ou qui n'a pas participé à la formation et d'un professionnel du secteur d'activité correspondant au titre visé. Ce professionnel doit avoir 5 ans d'activité professionnelle en correspondance avec le secteur du titre visé par le candidat, et ne pas avoir quitté le secteur professionnel depuis plus de 5 ans. De même, il ne pourra pas y avoir de lien de subordination entre le professionnel et le candidat à évaluer. Les membres de ces commissions doivent avoir été habilités par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, DDTEFP. Un arrêté relatif aux critères et aux modalités d'agrément des organismes de formation désireux de pouvoir délivrer un titre professionnel a été publié en février 2003. Celui-ci précise dans quelles conditions est octroyé cet agrément délivré par le préfet de région à un organisme sur un territoire donné pour un titre donné, et ce pour une durée maximum de 5 ans ou de la durée de vie du titre professionnel. Chaque titre professionnel fait l'objet d'un arrêté de spécialité, publié au Journal officiel, qui doit expliciter la fiche d'inscription de cette certification au répertoire national de la certification professionnelle, RNCP, notamment pour ce qui concerne le résumé du référentiel d'emploi, les compétences et les capacités pour toutes les unités constitutives. Chaque arrêté de spécialité précise la date de création et la durée de vie du titre professionnel. Pour chaque titre professionnel, l'arrêté de spécialité renvoie au référentiel d'emploi, d'activité et de compétences et au référentiel de certification qui doivent être mis à disposition des candidats comme des membres du jury titre professionnel ou des commissions d'évaluation. En juillet 2003, un dernier arrêté a paru au Journal officiel concernant l'organisation des sessions de validation. Celles-ci se trouvent être sous l'autorité de la DDTEFP. Cet arrêté explicite le déroulement des évaluations et précise les conditions de délivrance des CCP et du titre professionnel. Il prévoit les conditions de recours en raison d'anomalies d'organisation ou de déroulement. Ce dispositif configure de manière nouvelle le système de certification pour les titres professionnels du ministère du Travail délivrés par les centres AFPA ou les centres agréés. Il transforme les règles d'obtention des titres professionnels qui sont uniformisées quelles que soient les voies d'accès à ceux-ci. En effet, les expérimentations de la VAE sont venues modifier les règles de validation existantes sur le dispositif de formation professionnelle continue. Ceci a pour effet une mise en œuvre plus longue de ce nouveau dispositif de certification, notamment pour ce qui concerne la VAE. Comment est mise en place la fonction certification VAE au sein de l'AFPA ? Auparavant, je vais effectuer une brève présentation de l'AFPA, de ses principales missions ainsi que de ses fondements et principes pédagogiques. 1.1.4 L'AFPA 1.1.4.1 L'historique. En 1949, est créée l'ANIFRMO, Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'œuvre, dont le nom sera transformé quelques années après en Association pour la formation professionnelle accélérée puis Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, AFPA. Dans les années 1970, suite à un accord interprofessionnel, est votée la loi sur la formation professionnelle continue. Le droit à la formation est institué. Les salariés peuvent, après un certain temps d'appartenance à l'entreprise, acquérir une formation complémentaire aux frais de celle-ci. En 1973, la formation professionnelle fait l'objet d'une section autonome du Code du travail dont l'article L stipule que la formation professionnelle constitue une obligation nationale.
Aujourd'hui, l'AFPA tente de répondre au mieux au parcours des personnes en adaptant le contenu de ses formations et la forme de ses enseignements. 1.1.4.2 Les missions. L'AFPA est depuis sa création chargée d'une double mission. Elle est un organisme d'orientation, de formation et de validation. Elle a vocation à construire des références, par ses capacités d'étude et de recherche, par son savoir-faire en matière d'ingénierie et d'expertise et par ses compétences en matière d'orientation et de formation. Mais pour l'AFPA, la formation, c'est aussi l'emploi et la lutte contre l'exclusion. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, une priorité s'impose, celle d'empêcher que des personnes soient trop longtemps mises à l'écart de la vie professionnelle, de la vie sociale, de la vie tout court. Hier, cela passait sans hésitation par la formation pour la qualification et l'emploi. Aujourd'hui, le combat contre l'exclusion commande de mettre davantage l'accent sur l'insertion par et dans l'emploi. L'AFPA exerce une mission de service public, par l'octroi d'un programme d'action subventionné, qui permet à l'État et bientôt aux conseils régionaux de disposer d'un outil de référence et d'un instrument privilégié pour mettre en œuvre leur politique de l'emploi. L'AFPA est le plus grand organisme français et européen de formation pour adultes. Cette position lui donne un rôle de modèle pour toute la formation professionnelle. 1.1.4.3 Les statuts. L'AFPA est une association originale de par son statut particulier. C'est une association de droit privé, reconnue d'utilité publique, régie par la loi de 1901 sur les associations. Elle possède un bureau et une assemblée générale. Elle a à sa tête un président et un directeur général. L'Assemblée générale comprend des représentants des syndicats représentatifs des salariés, des organisations d'employeurs, de l'État et des conseils régionaux. L'AFPA est par ailleurs, sous tutelle du gouvernement par l'intermédiaire du ministère du Travail et de sa délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, DGEFP. 1.1.4.4 Les méthodes pédagogiques. Pour mieux comprendre ce qui constitue la signature pédagogique de l'AFPA, voici quelques passages d'un article paru en 1966 dans la Revue française du travail. À cette époque, l'auteur précise: la mission de l'AFPA est inscrite dans un cadre qui consiste essentiellement à mettre en place des moyens qui permettent à chaque individu d'obtenir une qualification professionnelle, et cela suivant 3 directions principales. Faire acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à la pratique d'un métier, aux individus qui n'ont pas pu bénéficier de l'enseignement scolaire traditionnel. Permettre la reconversion de ceux qui relèvent des secteurs d'activité en évolution, et aussi de ceux qui, pour des raisons physiologiques diverses, diminuées physiques, ne peuvent plus exercer le métier précédemment appris. Et assurer le perfectionnement d'ouvriers, agents de maîtrise et techniciens, et aussi former des maîtres à partir de ceux-ci. L'auteur ajoute que, pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord considérer que la formation professionnelle s'adresse à des hommes et à des femmes engagés ou en cours d'engagement dans la vie professionnelle. Pour conclure, Pierre Orfila nous précise que la méthode de la formation professionnelle des adultes n'est pas un ensemble immuable de procédés pédagogiques, mais une conception méthodique de l'étude des problèmes de formation. 1.1.4.5 Les activités. Aujourd'hui, le rôle de l'AFPA n'est plus limité uniquement au champ de la formation, comme l'écrivait Pierre Orfila. Sa mission est surtout d'amener les personnes à l'emploi par la formation, de les orienter et de les évaluer avant de les former, puis de les valider et de les faire certifier pour les qualifier. Les personnes exprimant des besoins en formation professionnelle continue sont reçues par les psychologues du travail des services d'orientation professionnelle qui réalisent l'entretien d'analyse initiale de la demande, l'entretien de conseil formation, le bilan d'orientation, le bilan d'évaluation ainsi que le suivi psychopédagogique de la formation à la demande des centres AFPA. Depuis 1991, ils assurent les bilans de compétences qui offrent la possibilité à tout salarié de faire le point sur son parcours professionnel. L'AFPA est partagée entre la formation professionnelle proprement dite et le système de préformation professionnelle. Le parcours en préformation est une étape supplémentaire dans un parcours de formation. Son objectif reste l'admission en formation qualifiante par un travail sur l'affinement d'un projet professionnel et par la remise à niveau des connaissances générales de la personne.
L'AFPA est une référence en matière de formation qualifiante. Pour cela, elle s'appuie sur des principes qui, tout en reprenant ceux que nous indiquait Pierre Orfila, ont tenu compte des évolutions des besoins de formation. Le contenu de la formation est le plus proche possible du contenu du métier. La pédagogie est centrée sur l'exercice même du métier. Les plateaux techniques de formation sont ordonnés comme des entreprises. Les équipements mis à la disposition des stagiaires sont nombreux et modernes. La formation est intensive, à temps plein et en groupe restreint. Les formations comportent pratiquement toutes des périodes d'application en entreprise. L'alternance rapproche la formation du métier. Et la formation s'intéresse à la recherche d'emploi et l'intègre. De plus en plus, l'ouverture à de nouveaux publics entraîne fatalement une individualisation des parcours de formation. Il s'agit non plus de sélectionner des personnes qui conviennent à l'offre de formation, mais de construire des itinéraires de formation qui s'apparentent à la demande de l'intéressé. Par souci d'efficacité, l'AFPA a mis en place des formats pédagogiques, basés sur l'individualisation et le relais conseil ainsi que par les principes des formations ouvertes et à distance ou en alternance, qui permettent aux personnes de mener au mieux leur parcours de formation dans le temps en alternant des allers et retours avec leurs activités professionnelles, confèrent les principes de la formation tout au long de la vie. L'AFPA propose aussi des filières de formation horizontale et ou verticale par des compléments de formation, pour donner la possibilité aux personnes d'évoluer dans leur métier. Depuis 1997 de manière expérimentale et officiellement depuis 2002, l'AFPA participe à la mise en place du dispositif du ministère du Travail pour ce qui concerne la VAE. Cette mise en place a modifié les voies d'accès à la validation jusqu'ici réservées à la seule issue d'un parcours de formation. Si cette voie est toujours d'actualité, la validation peut être aussi obtenue différemment, notamment par un parcours alternant des actions de formation sur les compétences non exercées dans le cadre du travail et des expériences de travail ou par la validation de ces activités professionnelles dans le cadre de la VAE. Les autres activités de l'AFPA concernent l'assistance technique, la coopération européenne, ainsi que la formation de formateurs par l'intermédiaire de sa direction de l'ingénierie et de ses départements techniques sectoriels, bâtiments, industrie et tertiaire, de son Institut de l'orientation et de l'insertion et de son Institut national des métiers de la formation. Les missions allouées à l'AFPA, dans le contexte des nouvelles organisations liées à la régionalisation de la formation professionnelle ainsi que par la mise en place des nouveaux dispositifs de certification, évolue et semble devoir modifier son fonctionnement. C'est ce que je vous propose maintenant de tenter de décrypter en analysant le système de validation mis en place au sein de l'AFPA. 1.1.5. La fonction validation à l'AFPA. Comme je l'ai précédemment indiqué, la notion de validation est liée au contrôle terminal de la formation. En effet, jusqu'à présent, toute la formation était centrée sur la représentation sociale des savoirs et une approche évaluative en formation professionnelle de type scolaire concentrée sur la connaissance censée précéder l'action et non sur la dynamique vertueuse de la réalisation. On évalue ce que le stagiaire sait et non comment il met en œuvre ce savoir. Comment est-il capable d'expliquer ce pourquoi il agit ainsi ? Ce n'est pas là la question primordiale. Il est fait le choix d'une position qui va favoriser le faire et le comment faire, c'est-à-dire l'agir à la connaissance, la compréhension des actes et leurs analyses à leur réalisation. Avec le nouveau dispositif de validation, l'ensemble de l'AFPA va devoir modifier ses pratiques. La fonction validation va être désormais un champ d'action spécifique, partiellement autonome et complémentaire de la formation relevant d'un financement national. La certification professionnelle du ministère du Travail, allouée à l'AFPA ou au centre agréé, va devenir un outil supplémentaire au service des politiques de l'emploi. 1.1.5.1 Le dispositif rénové de validation. Le dispositif de validation est donc rénové 32, et il repose sur deux objectifs principaux. Favoriser une politique active d'accès à la qualification des actifs par un ancrage professionnel réaffirmé. La conception des titres professionnels est réalisée au plan national avec l'appui de professionnels au sein des commissions professionnelles consultatives, CPC,
qui doit permettre de constituer une offre de certification du ministère du Travail en articulation étroite avec l'emploi et ses évolutions. Une meilleure lisibilité des certifications et des compétences attestées. La publication de chaque titre par un arrêté de spécialité consultable par tous apporte désormais une référence objective de compétences détenues par le titulaire du titre. De plus, des liens seront effectués avec les autres certifications au plan national et européen. Un accès plus souple à la qualification. La diversification des voies d'accès au titre professionnel doit favoriser, dans la durée, l'accès à la qualification et à la progression professionnelle des actifs. Des procédures formalisées. La publication de l'ensemble des procédures régissant à la fois la délivrance des titres que les modalités d'évaluation des candidats, ou encore l'organisation des sessions de validation ainsi que l'agrément des centres fixe un cadre de référence unique à tous les acteurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.